Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur cette émission matinale célébrée le 20 mars dernier. L'édition 2022 de la Journée internationale de la francophonie était donc sur le thème « La francophonie de l'avenir ». Et la Cour commune de ce matin vous propose d'en savoir davantage sur ce que c'est, mais surtout sur ce que ça nous rapporte, la francophonie en tant qu'État béninois, en tant qu'État africain. Tous ces pays-là qui font partie de la francophonie, qu'est-ce qu'il en ressort? Nous sommes avec des invités pour en parler ce matin. Je vous présente tout simplement d'abord Alilatou Draman, bonjour. Bonjour Brunel, bonjour à toutes et à tous. Vous allez bien? Ça va, merci. Également sur le plateau, Rocker Falolou, bonjour. Bonjour Madame Madé aussi. Comment est-ce que vous allez, Monsieur Falolou? Je vais bien, merci. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes diplomate de profession. Vous êtes le chef département économie et développement de la Commission nationale permanente de la francophonie. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Également avec nous ce matin, le professeur Paulin Tolin. Bonjour. Bonjour Madame. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Merci d'être avec nous également. Vous êtes professeur des universités, vous êtes spécialiste en éducation. Et merci également d'être avec nous, M. Tolin. Alors, la francophonie, déjà, est-ce que tout le monde arrive à appréhender la thématique ou bien le terme comme il le faudrait, la francophonie? Alilatou, je voudrais bien vous demander ce que vous en savez. La francophonie désigne l'ensemble des personnes qui ont pour langue commune le français. C'est également, ça fait partie, et ça désigne également les institutions qui tournent autour du français, qui prônent l'éducation, la mise en œuvre d'une coopération politique, éducative, économique et culturelle. Et la francophonie est gérée par l'Organisation internationale de la francophonie, qui regroupe 88 membres à ce jour. Ouais. Très bien. Alors, est-ce qu'elle a tout dit, M. Falolou? Oui, c'est une réponse pertinente, oui. Sauf que je pourrais ajouter que la francophonie, c'est également toute une politique de coopération. C'est tout un dispositif institutionnel parce que nous avons le sommet des chefs d'État, nous avons la conférence ministérielle, nous avons le conseil permanent de la francophonie. Tout un dispositif des opérateurs pour accompagner la mise en œuvre à la base des décisions qui sont prises en haut et toute une politique, tout un espace et également qui sont membres, quelques pays anglophones sont membres, donc il n'y a pas que les pays francophones. Il n'y a pas que les pays francophones. Oui. Professeur Tolin, quel regard vous portez donc sur cette terminologie? Oui, comme elle a dit, ce que je pourrais ajouter, parce que je me semble que votre question, vous me demandez quel regard je porte sur cette terminologie. Ce que ça signifie, bien son objectif, je ne sais pas très bien. Déjà, est-ce que vous êtes d'accord donc avec ce que ça signifie? Oui. Qui avait inventé ça et son objectif, on savait, c'est un universaliste et il pensait que la francophonie, une telle communauté qui est l'équivalent du Commonwealth, et en 2018, la francophonie comporte déjà de 300 millions de personnes. Donc il pensait que la francophonie pourrait faire le bonheur des peuples africains. Très bien. Alors, justement, le bonheur des peuples africains, nous allons en parler peut-être un peu. Et qu'est-ce que ça nous apporte réellement, la francophonie? Quel objectif? Je reste avec vous. Vous avez dit tout à l'heure qu'il pensait que la francophonie allait apporter le bonheur au peuple africain. Oui, c'est ce que je pense. Je suis chercheur et comprenez, je suis critique. Mon rôle, ce n'est pas de dire tout ce qui se passe dans le pays. Bien sûr. Non. J'ai le rôle de dire voilà comment les choses se passent, mais voilà, on pourrait faire autrement. Oui. Donc, je ne vais pas dire mon idée maintenant, mais je vais dire ce que moi j'attendais vraiment de la francophonie. Très bien. On va d'abord parler de ce qui est, pourquoi pas. C'est bien ça. Avant d'aller à ce qu'on pourrait faire, Alilatou.
On l'a dit dans la définition, la francophonie, c'est un regroupement d'États, de personnes qui partagent le français. Et quand on parle de regroupement, on parle de solidarité, on parle de multipartenarisme, on parle de soutien. Et donc aujourd'hui, ces États qui font partie de la francophonie, qui partagent le français, quand on prend l'Afrique notamment, viennent en aide, qu'il s'agisse de coopération, d'éducation militaire, sécuritaire et tout ça. Ces États s'aident mutuellement parce qu'il y a beaucoup de crises, on le sait aujourd'hui en Afrique. Sur le plan culturel, on partage beaucoup de réalités. Et donc, on pourrait dire que la francophonie a permis à tous ces États qui se reconnaissent et qui font partie de la francophonie de mettre en place une certaine solidarité, une certaine multipartenarisme qui permet de se soutenir et d'interagir l'un envers l'autre pour aider chaque pays qui se reconnaît membre de cette francophonie-là à pouvoir sortir d'une crise ou d'une situation qu'elle soit. Ouais. Alors, Rokhaya Falalo, beaucoup d'aspects donc, disons, que touchent la francophonie au niveau des pays qui sont membres, bien entendu. Mais en termes concrets, c'est vrai, on a quoi? Je voudrais d'abord rappeler les missions de la francophonie. D'accord. Ensuite, venir à votre réponse. Oui. La francophonie, il y a 4 missions principales. Il y a la promotion de la langue française, c'est vrai, mais aussi de la diversité culturelle et linguistique. Il y a également la promotion de la paix, de la démocratie et des droits de l'homme. Et dans ce cadre, il y a eu une mission d'information et de contact de l'OIF qui a été dépêchée au Bénin par la secrétaire générale lors de l'élection présidentielle de 2021. La troisième mission, c'est d'appuyer l'éducation, la formation, la recherche et l'enseignement supérieur. Et la quatrième mission, c'est de développer la coopération économique au service du développement durable. Ce sont les 4 missions de la francophonie. Et ces 4 missions touchent divers secteurs que vous allez constater. De façon concrète, la francophonie a apporté beaucoup pour notre pays. Et je peux donner comme exemple le creuset de l'AIMF, l'Association internationale des maires francophones. Le siège de l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin, à Bomé-Calavi, vers le commissariat. Ça a été construit par l'AIMF. L'AIMF a appuyé la construction de ce siège à hauteur de 300 millions de francs CFA. C'est des preuves palpables de l'utilité de l'OIF. Il y a également le fonds francophonie avec elle. Et ce fonds a permis d'impacter 771 femmes précarisées par la COVID-19 et la pauvreté. Il y a 8 associations qui ont bénéficié de ce fonds et qui ont permis de rassembler des femmes en groupement pour les permettre d'avoir des formations techniques dans la production et dans la transformation des produits agricoles pour obtenir des revenus, pour pouvoir s'autonomiser. Donc, il y a eu plus de 311 000 € investis par l'OIF dans ce sens, notamment plus de 200 millions de francs CFA. C'est des preuves palpables. On peut aussi citer plusieurs autres projets qui ont été investis par l'OIF au niveau du Bénin pour favoriser le développement socio-économique. Pour vous dire que la francophonie aujourd'hui, ce n'est plus seulement la promotion de la langue française telle que ça avait été développé. C'est aussi l'entrepreneuriat, c'est aussi le numérique. Je voudrais vous rappeler que le Bénin préside le réseau francophone des ministres en charge du numérique. Et la deuxième réunion a eu lieu à Cotonou les 2 et 3 septembre 2021. C'est des preuves palpables de ce que la francophonie fait au Bénin.
Très bien. Il y a plusieurs exemples, on Oui. ne peut pas tout citer parce que nous c'est sommes vrai. limités par le temps. Absolument, C'est pour nous cela. sommes limités par le temps. Alors, je voudrais, avant qu'on le poursuive, rappeler aux amis téléspectateurs qui peuvent nous appeler pour poser des préoccupations ou bien commenter tout ce qui se dira sur le plateau, sur le 98 80 93 111, le 98 80 93 111, ou encore nous envoyer leur message via WhatsApp sur le 55 01 82 91. Le 55 01 82 91, et on se fera le plaisir de les commenter, de les lire sur le plateau. Professeur Tolling, au vu de tout ce que nous a dit Rocker Falolou, quelle est votre appréciation? Je l'en remercie. Je suis très content qu'il ait parlé de paix, démocratie et droits de l'homme. Oui. On va insister, si vous voulez, sur ça un peu. Je vais sortir un ouvrage bientôt qui sera publié à Rome. Et le titre, c'est « De l'ingratitude des Béninois envers le royaume de Dahomey et la France ». Et je pose la question de la francophonie. Il parle de ce qui a été construit, 300 millions. J'ai été responsable de la coopération universitaire. Aussi bien à l'université de Parakou qu'à l'université d'Abobey-Caravi. Et je sais, c'est des milliards qui passent. Mais c'est affaire de réseau. Et les gens se partagent entre eux. C'est les avis. Nous n'allons pas aller sur ces terrains pour développer ça. Mais je sais un peu l'impact vraiment. Comment la francophonie vraiment contribue au bien-être social des Béninois. C'est la question. Moi, je suis venu, je vous avais dit, j'étais en train de faire cours hier quand vous m'avez appelé autour de 10h ou 11h. Oui. Je ne me suis pas préparé autrement, je n'ai pas cherché à savoir trop parce que j'ai mon point de vue qui n'est pas forcément l'idéal. Parlant de la démocratie, si la France voulait vraiment faire des États africains un État démocratique, si elle savait vraiment que la démocratie pourrait faire le bonheur des peuples africains. Je vais lire, si vous permettez, du manuscrit. Pourquoi la France n'a jamais songé à faire de la francophonie un cadre idéal d'apprentissage de vote démocratique et transparent aux jeunes États africains qui sont ces anciennes colonies? Chaque élection du secrétaire général de la francophonie ne met-elle pas les chefs d'État, des États membres de cette institution devant le fait accompli que toute élection se combine, se cuisine et que l'heureux élu devrait être bien connu avant le jour du vote? Les chefs d'État, membres de la francophonie, n'apprennent-ils pas à chaque élection du secrétaire général de cette institution que l'élection signifie simplement le mot grossier qu'on ne peut prononcer qu'en se bouchant les oreilles, à savoir... Je pense que M. Tolling, vous n'êtes pas un peu sévère quand même par rapport à... Oui. Je vais donner l'exemple de l'intervention du président Émile Delin Zinsou et comment... Boutros Ghali a été élu à la tête de l'institution. Parce que si je dis ça, l'objectif de Senghor, c'était vraiment la solidarité des peuples, partageant cette langue. N'oubliez jamais ça. Oui, et si la démocratie est vraiment un instrument de développement, je crois que la francophonie devrait être un cadre idéal pour la France pour apprendre aux États africains la pratique des votes démocratiques. Alors, Ali Latou, au vu des deux propositions, bien des deux appréciations, je sais que vous voulez réagir un peu sur quand même les propos du professeur. Oui, je dirais aujourd'hui la francophonie, c'est normal, on ne peut pas l'applaudir parce qu'on a vu depuis la création comment est-ce que les choses ont évolué au-delà de la mission. On la connaît tous, la mission, il y a les faits sur le terrain. Est-ce que les faits révèlent réellement la mission assignée à la création de la francophonie? Est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'État béninois, on profite réellement de cette solidarité ou de ce rassemblement d'États africains qui partagent le français ou de personnes qui ont le français en commun?
Je pense que c'est la problématique que pose le professeur, savoir est-ce que la mission assignée à la francophonie véritablement sur le terrain, est-ce que ce qu'on constate, c'est bien vrai, la francophonie à interagir, parce qu'aujourd'hui c'est un rassemblement, c'est un creuset, c'est un réseau, que ce soit de maires, de ministres, de chefs d'État, et chaque pays avec sa politique, chaque pays essaie d'apporter ou de tirer quelque chose de la francophonie. Est-ce que ce que le Bénin demande à la francophonie, est-ce que tout le soutien que les maires, que ce soit maires, ministres ou présidents reçoivent de la francophonie ou des autres pays membres ou de la France véritablement permet d'atteindre ces objectifs ou cette mission que la francophonie s'est assignée? Beaucoup de questionnements. Rocker Falalo, réaction par rapport déjà aux propos du professeur Dolin. Bon, je voudrais d'abord rassurer le professeur que la francophonie, ce n'est pas la France. La francophonie, ce n'est pas la France. C'est deux choses complètement différentes. Deux choses. La France, c'est un pays. Oui. La francophonie, c'est un creuset. La francophonie, c'est une politique organisationnelle. Il n'y a pas que la France au niveau de la francophonie. La preuve aujourd'hui, quand on parle de francophonie, ce n'est plus seulement la promotion de la langue française. Et j'ai cité quelques exemples tout à l'heure rapidement. Bon, ça n'a pas capté l'attention parce que je les ai cités un peu rapidement. D'accord. Vous voulez mettre l'accent sur ça? Je voudrais vous rassurer que quand on parle de francophonie, c'est toute une politique. Et c'est des secteurs. C'est une organisation qui se modernise de jour en jour. Madame Louise Mushikiwabo, la secrétaire générale de la francophonie, depuis qu'elle a accédé au poste de secrétaire générale, elle a redynamisé cette organisation. La preuve, le fonds Covid-19, c'est elle qui l'a créé. C'est elle qui a mis en place ce fonds. Et ce fonds a été envoyé aux pays bénéficiaires. Le Bénin a été un pays contributeur à ce fonds. Et quand ce fonds a été envoyé, la Commission nationale permanente de la francophonie a effectué une mission dans les différentes communes où les associations ont implanté des projets pour voir de visu ce qui a été fait. Et je peux vous témoigner que j'ai vu des femmes en groupement qui ont réalisé des choses, qui ont fait des témoignages. Parfois, si vous cherchez l'information, parfois je vous invite à venir à la source, parce que ce qui se dit dans le public n'est pas forcément la réalité, parce qu'il y a des informations qui échappent. Et quand on prend le domaine de la démocratie, je vous ai tantôt dit que lors de l'élection présidentielle d'avril 2021, l'OIF a dépêché une mission d'information et de contact au Bénin. Cette mission a écouté les différentes parties à ces élections, la classe de l'opposition comme la classe politique de la mouvance. Elle a tiré les conclusions et elle a rendu compte. C'est déjà un pas. Il y avait également la mission de la CEDEAO qui était présente. Oui. C'est la preuve que l'OIF s'intéresse dans le domaine de la démocratie et des droits de l'homme. Et par la déclaration de Bamako, aujourd'hui, lorsqu'il y a eu le coup d'État en Guinée, l'OIF s'est rassemblé et a exclu la Guinée temporairement de l'OIF. Lorsqu'il y a eu coup d'État au Mali, ça a été le même cas. Est-ce que s'il y a des politiques de deux poids, deux mesures, ça allait se faire de cette façon? De toute évidence, ce que je constate, les principes pour lesquels l'OIF a été créé, l'OIF se bat pour que ces principes soient respectés. Je voudrais ensuite vous dire que il y a peut-être une autre question qui m'échappe. Madame avait dit quelque chose qui m'a échappé. Bien. Je ne sais pas. Bon, je sais que vous voulez réagir. Le mot. Bon, peut-être si elle me rappelle rapidement le mot, ce qu'elle a dit. Oui. Là, je pourrais. J'essayais de résumer les propos du professeur. En disant qu'aujourd'hui, entre la mission assignée et la réalité, entre la mission et les retombées sur le terrain, est-ce que véritablement l'organisation apporte quelque chose au Bénin? Parce que c'était la question de voilà, Brunel. Oui, tout à fait. Par rapport à ça, aucune organisation n'est parfaite. Toutefois, je vous ai cité par exemple certains cas. Oui, le siège de la NCB qui a été construit à 300 millions de francs CFA, c'est un exemple palpable. Mais est-ce qu'il n'y a pas des choses que peut-être, est-ce qu'on en a réellement besoin? Est-ce qu'on a besoin que ce soit d'autres qui le fassent?
Professeur, une question, c'est ça? Oui, je voudrais réagir. Il n'a pas du tout répondu à ma préoccupation de la question des droits de l'homme. Et il me dit que la francophonie, ce n'est pas que la France seule. Comment vous pouvez me dire ça? J'ai parlé de questions des votes. Comment le secrétaire général de cette institution, l'intervention du président Émile Verlin Sinsou. Oui. Je crois qu'il a été candidat, quelque chose. Et comment l'écrivain congolais Henri Lopez a été écarté sous Jacques Chirac. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Vous pensez que ce qui nous manque, c'est la construction d'un bâtiment? Bien, merci professeur. Démocratie et... Oui. Si Léopold Sédar parlait de la solidarité universelle, la francophonie, je crois que c'est pour que les peuples africains puissent être vraiment indépendants et se prendre en charge eux-mêmes. Alors, professeur, je voudrais... Et que l'aide la francophonie apporte. Si le régime démocratique, ce que je ne crois pas, mes écrits pro, est un régime idéal, pourquoi la France ne se sert pas de la francophonie et qu'à travers l'élection de son secrétaire général, le vote est vraiment démocratique? C'est la question que je vous pose, messieurs. Bon, monsieur professeur, alors, un instant, Roker Falolou. Nous allons essayer d'y aller, disons, de manière la structurée. Oui, c'est ça, plus structurée. Merci. Je voudrais revenir sur la question de la France est différente de la francophonie. Certes, mais est-ce que la France ne se sert pas de la francophonie pour étendre l'influence du français et de sa politique, de sa culture? Aujourd'hui, on sait que quand on regarde la télé, quand la France fait la publicité de la francophonie, on parle de langue, combien de pays en parlent, quel est l'objectif à atteindre, pourquoi c'est important au sein de la francophonie de faire la promotion du français. Donc, on ne peut pas dire pour autant que la France est différente, est hors de la francophonie, puisque la France aujourd'hui se sert de la francophonie pour étendre le français. Quand on parle de francophonie, on voit d'abord aussi la France de toute façon. Roker Falol. Oui, quand on parle de francophonie, on voit la France, parce qu'il y a le français, c'est-à-dire le français en partage par les pays membres de la francophonie, je suis d'accord. Mais je dis aujourd'hui, les contextes ne sont plus les mêmes. Les contextes qui ont prévalu depuis la création de l'Agence de coopération culturelle et technique en 1970 jusqu'à l'instant où nous sommes en train de parler, l'OIF n'est plus... Les contextes ne sont plus les mêmes, en ce sens que ce n'est plus seulement la promotion de la langue française. Je vous ai parlé d'une diversité de domaines, diversité culturelle, diversité d'axes de coopération. Oui. Il y a, par exemple, récemment, il a été adopté un règlement unique de toutes les instances de la francophonie. Il y a des décisions qui sont prises pour moderniser un peu les processus de prise de décision. Très bien. Et puis, je peux vous rassurer que les États aujourd'hui, au niveau de la francophonie, sont de plus en plus autonomes dans la prise de leurs décisions. Très bien. Alors, parlons je ne sais pas si il y a des aspects sur lesquels vous ne m'avez pas compris. Je peux encore essayer de développer plus pour que vous puissiez comprendre ce que je dis. Très bien. Alors, j'ai beaucoup entendu le mot solidarité, solidarité entre les pays. Solidarité, mais beaucoup plus en quel thème? Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un nous empêche d'être solidaires en Afrique réellement? Allez là-dessus. Non, on ne nous empêche pas d'être solidaires, mais si on prend le cas de la francophonie, aujourd'hui, on dira bien évidemment que ça va au-delà de la promotion de la langue française. Dans l'éducation, on a le français. Dans l'économie, on a le français. Dans la démocratie, la paix, la sécurité, tout ça, on a le français. Aujourd'hui, si on est parti du français pour créer la francophonie, en espérant que ce partage-là nous aide à ensemble réfléchir autour de notre développement et que ces pays-là ne partagent pas la même langue, il y a là la difficulté d'aller sur une base de la langue pour arriver au développement ou pour concrétiser la solidarité. Mais n'empêche, j'ai parlé du plan sécuritaire aujourd'hui où des pays envoient des soldats
pour aider d'autres à combattre le terrorisme, de l'éducation, où on voit des pays envoyer des enseignants, envoyer des spécialistes, envoyer des experts pour aider d'autres en difficulté. Donc la solidarité existe. Mais quand on part du fait que la francophonie est partie du français pour créer la solidarité et qu'aujourd'hui, tous ces pays-là n'ont pas encore une langue en partage, c'est compliqué. Alors, je voudrais quand même demander à Roka Falolo, vous avez dit tout à l'heure que ce ne sont plus seulement des pays français, c'est-à-dire qui parlent le français, il y a d'autres pays également. Est-ce que l'idée derrière aussi, ce n'est pas d'aller à la, disons, ne pas s'étendre, est-ce que ce n'est pas s'étendre justement vers ces pays-là et aller amener le français? Bon, au fait, par exemple, l'Égypte est membre de la francophonie, le Ghana est membre de la francophonie, pourtant ce sont des pays anglophones. Mais ça ne fait pas pour autant qu'ils vont changer leur langue officielle pour la transformer en langue française. Donc, c'est pour vous dire que la francophonie aujourd'hui, c'est une politique organisationnelle, une politique de coopération. C'est pour favoriser l'harmonisation de certaines normes. Vous savez, dans le domaine de l'énergie, par exemple, il y a eu un système d'information énergétique qui est mis en place au niveau de l'UEMOA, qui permet d'harmoniser un certain nombre de normes et qui permet la fluidité des informations entre les pays membres de l'UEMOA dans le domaine de l'énergie. Et le protocole d'accord avait été signé en 2014 et ça a été relancé en 2021, l'année passée seulement. Donc, c'est des mesures palpables. Ce n'est pas forcément une politique de la promotion de la France. Non, ce n'est plus ça. Et là où je suis vraiment, excusez-moi, le mieux placé sur ce plateau pour vous l'assurer. Pour le dire. Parce que je sais de quoi il s'agit. J'ai les dossiers de coopération en matière de francophonie. J'ai eu à les gérer, je les gère. Je sais, avec la pertinence requise, quel est l'impact que cette francophonie a sur les femmes. Quand nous sommes allés visiter les femmes à Zé, à Plahoué, à Ndali, je sais l'émotion que j'ai lue au niveau de ces femmes-là. Je sais ce que j'ai vu. Des femmes qui transforment le miel, des femmes qui transforment le manioc en gari et qui s'autonomisent. Des femmes qui n'avaient pas de revenus. Il y a des femmes même qui n'avaient pas de portable et il faut leur virer les fonds par mobile money. Et ça leur a permis d'avoir du portable. C'est des preuves palpables. Ce n'est pas des incantations, ce n'est pas une politique de promotion de la France. Non, c'est des faits palpables. Et par exemple, je peux vous dire quelque chose. De 2007 à nos jours, l'AIMF, l'Association internationale des mères francophones, a investi plus d'1 milliard de francs CFA dans les projets d'adduction d'eau, dans les projets d'appui technique, dans les projets de matériel informatique, de soutien, ainsi de suite. Très bien. Alors, je propose... C'est des mesures qui viennent en appui aux mesures que le gouvernement a déjà mis en place, par exemple, dans différents secteurs. La francophonie aujourd'hui, ça s'est beaucoup plus amélioré. Aujourd'hui, quand on parle, le thème dont vous avez parlé, la francophonie de l'avenir, c'est à dessein. C'est pour dire que la francophonie de l'avenir, désormais, ce n'est plus la promotion de la langue française seule. C'est maintenant le numérique, l'entrepreneuriat, la promotion des jeunes et des femmes. La preuve, dans le domaine du numérique, il y a un creuset qui a été fait pour harmoniser un peu les normes dans le domaine du numérique. Il y a des dispositions qui sont prises pour que nous puissions avoir des... Bon, je laisse le professeur... Oui, je sais que le professeur veut parler. Néanmoins, on va marquer une pause d'abord et revenir. Voilà, retour donc en plateau pour installer Samuel Derou. Bonjour. Oui, bonjour madame la journaliste. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et chez vous? Très bien également, merci d'être venu échanger avec nous donc, sur la francophonie. Vous êtes juriste. Alors, professeur Tolin, vous vouliez réagir? Oui, merci. J'ai oublié le nom de mon interlocuteur. Falolo, Roker Falolo. Oui. Vous aviez dit tout à l'heure que vous êtes le mieux placé sur le plateau pour nous parler de la francophonie ici. C'est vrai, on vous laisse parler beaucoup. Mais si c'est le cas,
vous devez adapter la position d'un professeur, d'un enseignant, pour savoir ce que les apprenants savent de votre institution. Nous sommes ici pour vous dire ce que nous disons, nous constatons. Bien sûr. Donc, c'est important et c'est pédagogique. Parce que ce que vous pensez dans votre bureau là-bas... Il n'y a pas forcément ce qui est sur le terrain, d'accord. Mais bref, vous aviez dit, vous avez réalisé ceci à ZEP. Mais la coopération suisse n'en fait pas autant. Les Pays-Bas n'en font pas autant. Ou bien vous en faites un peu plus que seulement. Et c'est ça le problème. On vous dit paix, démocratie et droits de l'homme. Et je vous pose toujours, je reviens à ma préoccupation. Si la démocratie est vraiment un outil de développement, et développement s'entend bien-être social, paix après les élections, si c'est le cas, pourquoi la France ne se sert pas du cadre de la francophonie pour apprendre aux jeunes États africains ce qu'on appelle faute démocratique? Est-ce que la France ne le fait pas? Bon, Rocafalalo, est-ce que Rocafalalo peut quelques cas d'élection? Non, on ne va pas aller sur le plan réellement politique de la chose, mais Rocafalalo, apparemment, le professeur Tonnerre n'est pas très, peut-être, disons, satisfait de vos réponses. Néanmoins, vous pouvez réagir rapidement sur ce qu'il a dit. Oui, avant de réagir, je voulais faire une petite rectification. Je disais que j'étais peut-être mieux placé sur le plateau, pas pour parler de la francophonie, mais pour donner certaines informations pointues que tout le monde n'a pas. Et parce que nous gérons les dossiers de coopération au niveau de la francophonie. Donc c'est le petit rectificatif. Et deuxièmement, sur le plan de la démocratie, des droits de l'homme, j'ai cru parler tout à l'heure, par exemple, d'une mission d'information et de contact de l'OIF lors de l'élection présidentielle. L'OIF, il y a eu une déclaration de Bamako. À travers la déclaration de Bamako, l'OIF a pris des mesures. Par exemple, si un pays, quand il y a coup d'État dans un pays, l'OIF donne sa position. Je voudrais donner le cas de la Guinée, ainsi que du Mali. Mali, oui. Donc, pour moi, je pense que c'est des preuves pour montrer que l'OIF tient à la démocratie, à la promotion de la démocratie. L'OIF tient à la promotion de l'état de droit. Et quand on parle de l'état de droit, c'est que l'État se soumet à la même rigueur des lois que les sujets, les citoyens. C'est ça la promotion de l'état de droit. Et quand on prend les pays francophones, la plupart des pays francophones aujourd'hui, on ne peut pas dire que la démocratie n'a pas connu quand même une certaine avancée. Je peux donner quelques exemples. S'il y a des cas où il y a des petits conflits internes politiques, ça ne généralise pas la situation. Si l'OIF ne s'intéressait pas à la démocratie et à l'état de droit, l'OIF n'allait pas dépêcher une mission d'information de contact au Bénin lors de l'élection présidentielle passée. Vous savez tout ce qui s'était passé. Oui. C'est à cause de ça que l'OIF a dépêché cette mission. Et l'OIF fait de même dans les autres pays africains pour assurer un peu la promotion des choses, un certain nombre de choses. Alors, aujourd'hui, si un pays membre de l'espace francophone connaît un coup d'État ou un putsch, ce pays sait que les sanctions sont là. Très bien. Alors, quittons le droit de l'homme, allons vers la langue, parce que justement, quand on parle de francophonie, on a dit que c'est le français d'abord, mais vous nous confirmez donc qu'il y a d'autres pays qui ne parlent pas forcément le français. Néanmoins, quand on parle du Bénin et quand on voit l'étendue du français aujourd'hui dans notre environnement, est-ce qu'on n'a pas l'impression que finalement, on priorise le français au détriment de nos langues qui peut-être de plus en plus aussi disparaissent d'un coup? Je voudrais d'abord revenir à lui. Une précision, pas que ces pays ne parlent pas français, mais ces pays ne parlent pas le français comme langue officielle. Oui. Donc, dans tous les pays qui sont membres de la francophonie, on a cité le Ghana et d'autres pays,
on parle français. Oui. Et d'ailleurs, étendre la francophonie à ces pays, l'objectif, c'est de pouvoir amener ces populations-là à parler davantage le français. Est-ce que la francophonie empêche le développement de nos langues nationales? Aujourd'hui, on sait que le Bénin, la langue officielle, c'est le français, qu'on peine encore à trouver une langue nationale qu'on va pouvoir enseigner dans les écoles, que tout se fait en français, alors que la langue est le véhicule de la culture et que la culture est le moteur du développement. Comment est-ce qu'on peut espérer véritablement un développement lorsque on ne communique pas dans nos langues, lorsqu'on ne fait pas la promotion véritable de nos langues, lorsqu'on n'utilise pas nos langues, tant dans l'industrie, dans l'économie, dans l'éducation et dans tous les autres secteurs? Il ne suffit pas simplement de dire aujourd'hui qu'on veut enseigner nos langues. Est-ce qu'on utilise cet enseignement-là pour l'étendre à tous les secteurs dans lesquels on interagit pour arriver au développement? C'est le principal problème. Et aujourd'hui, on n'en est pas là. On parle français, on fait toujours la promotion de la langue française et le comble. Le problème n'est pas la langue. Je pense que le problème, ce sont des personnes qui parlent la langue, ce sont des personnes qui font la promotion de la langue. Nous-mêmes qui, tous les jours, disons que la francophonie, que la France nous aliène, que le français, on devrait changer. Même dans nos maisons, tant que nos enfants ne parlent pas français, on commence par les éduquer en français. Tant que nos enfants ne parlent pas français, on n'a pas l'impression de former des hommes qui vont être capables de nous représenter dans la société. Quand nos enfants vont parler français, il faut qu'on sente, même s'ils ne sont pas en France, même s'ils n'ont pas fait la Sorbonne, il faut qu'on sente qu'ils maîtrisent le français, que tout se fait en français. Non, on ne peut pas développer un pays en laissant de côté sa langue, encore moins sa culture. Samuel Dehoux, vous avez rejoint la discussion, mais je suis sûre que vous pourrez réagir sur le sujet. Oui. Ok, merci Madame la journaliste. Alors, lorsqu'on parle de la francophonie, mes prédécesseurs ont déjà dit beaucoup de choses, c'est la promotion de la langue française. Et si nous partons donc de l'origine de l'instauration de la francophonie, nous voyons que c'est Léopold Sédar Senghor et 4 autres chefs d'État qui ont mûri le réflexe donc d'instaurer, d'utiliser le français comme langue officielle. L'idée n'est pas mauvaise. L'idée n'est pas mauvaise parce que si je quitte par exemple le Bénin et je vais au Mali par exemple, moi je ne sais pas quelle langue ils parlent là-bas. Étant donné que nous avons une langue commune, que nous partageons, le français, et que je comprends le français, je pourrais facilement m'intégrer dans la société. Mais pourquoi c'est le français qu'il faut choisir comme langue officielle? Alors, nous connaissons, l'histoire nous a très bien renseigné sur Léopold Sédar Senghor. C'est l'un des chefs d'État qui ont favorisé l'intégration de la France en Afrique. Et donc, par cette intégration, ils ont commencé maintenant le dispositif a été mis en place pour faire la promotion de leur langue qu'est le français. Et donc, le français, c'est comme notre langue, le fond que nous parlons couramment ici. Bien sûr. Voilà, qu'ils ont mis en place un dispositif pour faire cette promotion-là. Et donc, moi, je ne suis pas du tout d'avis du fait que c'est le français qu'il faut utiliser comme langue officielle. Bon. Parce que lorsque est-ce que quand on parle de développement, est-ce que c'est seulement le français que nous allons utiliser pour pouvoir atteindre le développement? Non, je ne pense pas. Il y a d'autres langues. En Afrique,
Est-ce que nous n'avons pas de langue en Afrique? Bien sûr, on en a beaucoup d'ailleurs. Est-ce que justement l'Afrique aussi ce n'est pas, disons, un frein à cela? Il y en a tellement que finalement c'est compliqué. Vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure, vous ne connaissez pas la langue que parle le Mali. Et quand on va dans un autre pays, il faut quand même communiquer avec les autres. Et tout cela, Roka Falolo. Oui, merci. Et moi, je voudrais dire qu'un pays ne réunit pas son histoire. Le hasard a voulu que ce soit la France qui nous ait colonisés et non l'Angleterre. Nous l'acceptons. Ça fait partie de notre histoire, de l'histoire de notre pays, de l'histoire même politique de notre pays. Et moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que c'est la langue propre à un État qui permet à un État de se développer. C'est faux. Moi, j'ai été à Singapour en 2017. J'ai vu ce pays. Ils ne parlent pas leur dialecte. Ils parlent anglais. Mais ils sont à un niveau très développé. Ils n'ont rien à envier à la France. C'est un pays développé, mais ils ne parlent pas leur dialecte. Il y a plusieurs pays qui ne parlent pas leur propre langue comme langue officielle, mais qui sont des pays développés. On peut citer plusieurs exemples. Donc, ce n'est pas la langue qui fait forcément le développement. La langue est un moteur culturel. Nous sommes d'accord. Ça peut contribuer au développement. C'est sine qua non d'un développement. Si aujourd'hui nous parlons le français et que nous mettions en place le dispositif qu'il faut pour aboutir à un développement réel, nous allons y arriver. Il n'y a rien à faire. Il y a plusieurs pays francophones qui se sont développés. Vous voulez que je donne des exemples? Pour ces pays-là que vous citez, qui n'ont pas leur dialecte, qui n'ont pas leur langue nationale comme langue officielle, allez voir le niveau que représente la langue nationale dans le dispositif, que ce soit politique, éducatif et tout ça. Donc aujourd'hui, il ne suffit pas véritablement, je l'ai dit, ce n'est pas que la langue. Il y a également les hommes qui parlent la langue et les hommes qui font le développement. Mais quand aujourd'hui, quand on fait le poids entre le français et nos langues, à quel niveau sommes-nous? Comment voulons-nous contribuer? C'est démontré, les linguistes le diront, quand un enfant apprend sa langue et le français, ce n'est pas la même chose que si vous lui apprenez que le français. Son niveau d'éveil, son niveau d'intelligence, voilà, c'est de ça qu'on a besoin, c'est de ça qu'on parle en fait. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je ne suis pas en faveur d'une déculturation. Je suis pour la conservation de nos cultures, mais on a choisi le français comme langue officielle et ça ne devrait pas nous empêcher de nous y épanouir. Merci bien. Professeur Tolin. Merci bien. Je voudrais dire que la question des langues est une question très technique. D'accord. J'ai travaillé là-dessus beaucoup. Permettez-moi d'abord de dire que le Léopold Sédar Senghor, c'est le colonisé le mieux réussi que l'humanité ait jamais connu. Mais ce n'est pas un tort. Je voudrais dire aussi à mon ami qu'il n'a toujours pas répondu à ma question. Alors, nous allons quand même évoluer. Comment se fait le vote, l'élection du secrétaire général de la francophonie? Peut-être que vous n'êtes pas... Oui. En ce qui concerne la question des langues, je voudrais vous faire comprendre que la langue, elle est aussi irénogène que polémogène. C'est très technique. Elle apporte la division aussi bien que la paix. Si Pierre, dans l'évangile, a été désigné, j'aime beaucoup la traduction du passage là. Il dit, tu es galiléen, c'est ta langue, la langue que tu parles. Vous savez pourquoi la révolution béninoise n'a pas pu choisir une langue, alors que c'est cette période qu'il fallait faire la chose. J'ai écrit beaucoup. Tous les pays du monde, la France, l'éducation se fait dans sa langue maternelle. Et pourtant, ils ont tous les problèmes du monde. L'Inde, la Corée, j'en passe. S'il n'y avait pas le français, nous allions parler quelle langue ici? Bon, ça dépend, ça va dépendre. Comment vous avez fait? Moi, je suis souvent... Il fut une année où, en première année de philo, on a eu 1000 étudiants. Chacun va exiger qu'on s'exprime dans sa langue, que j'enseigne dans sa langue. Je dois aller... J'ai écrit là-dessus, hein. J'ai des livres là-dessus, babélisme d'hier à aujourd'hui, tout ça là. C'est une question très technique. Et je suis chercheur. Oui. Vous savez pourquoi les enfants échouent aux différents examens?
C'est la non-maîtrise de la langue, chez nous, dans notre cas. Le chercheur, pour que nous ayons des universités dignes de ce nom, la maîtrise de la langue du travail est nécessaire. Quelqu'un qui ne maîtrise pas sa langue de travail ne peut jamais faire de recherche. Ça, c'est clair. Oui. Si quelqu'un ne maîtrise pas le français ici... Il ne peut pas. Non, il ne peut pas. Ils vont se copier entre eux, raconter des histoires. Et moi, j'adore la langue française. Je l'adore. De même que moi. Je l'adore. Je l'adore. C'est une très belle langue. Et vous interrogez mes collègues. Oui. Je ne suis pas très bien en parlant, mais quand je prends ma plume là, oui. Vous écrivez seulement. Et le français est une langue écrite. C'est ça. Oui. C'est une très belle langue, le français. Maintenant, vous savez, nous avons au moins 60 dialectes. Nous allons choisir lequel ici. Voilà, oui. C'est ça le problème, difficile. Et pourquoi, vous savez, ils n'ont pas choisi, la révolution n'a pas pu choisir. C'est tout ça là, c'est lié à l'assassinat de Haïbé. J'ai fait d'enquête sur tout ça là et j'ai écrit. Okay. Est-ce que vous allez dire aujourd'hui qu'on devrait continuer à se contenter du français parce que les Français également ont eu à un moment donné à choisir, puisque ce n'est pas que le français qu'on parle en France. Donc, est-ce qu'aujourd'hui on va s'arrêter à c'est facile parce que c'est la langue nationale, c'est la langue officielle et tout le monde doit parler le français, qu'on ne doit pas faire la promotion ou essayer de partir de nos langues nationales pour pouvoir mieux arriver au développement. Oui, mais en France, le français était la langue majoritaire. Oui. Vous êtes d'accord? Oui. D'autres parlent du gaulois, mais je ne vais pas revenir sur cette question. Mais chez nous, au Bénin, par exemple, avec autant de langues nationales, on va dire qu'on va choisir le fond. Vous êtes sûr que le fond est vraiment majoritaire? Encore que dans le fond, il y a encore c'est majoritaire. Il y a encore Prenons le cas. Elle m'a posé une question. Igbo, Aoussa, vous pensez que ça a été facile d'en arriver à 3 langues aujourd'hui et que chaque région ait une langue? Il y a une pression pour pouvoir déterminer quelque chose. Si je prends le Sénégal, il y a le Wolof qui est majoritaire. Là, non, ça le Wolof dépasse. Ça dépasse même le Sénégal. C'est au-delà de. Elle m'a posé une question. Oui. Elle me demande s'il faut. Professeur, votre caméra est là-bas, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Elle me demande s'il faut rester comme ça. Je vais vous dire quelque chose, c'est compliqué. Que faire? Et ça se complique de jour en jour. Parce que le Nigeria qui nous envahit maintenant, le Yoruba s'enseigne déjà à l'université. Oui. Les Grecs, les Romains avaient eu les mêmes problèmes que nous. C'est que nous n'avons pas d'universitaires dignes de ce nom, des chercheurs dignes de ce nom. Ce qu'on appelle ratio. Cognition d'abord, chez les Grecs, est devenu chez les Romains sapientia, sagesse. Il faut en faire quelque chose d'utilité. Ce qu'on appelle ratio. C'est ça qui est devenu chez les Romains caillou. C'est-à-dire, c'est ça qui est calcul. Vous allez à l'école des autres, mais vous transformez, vous inculturez cela pour que ça puisse vous apporter quelque chose. Ce que certains ne savent pas peut-être. Les Romains étaient aussi confrontés à la question de la langue. Les philosophes qui ont le plus influencé l'humanité, il y a les stoïciens. Mais il y a Marc Aurèle, Épithète, qui sont des écrivains, qui sont des stoïciens romains. Mais vous savez, ils avaient écrit en grec. Parce que c'était la langue. La langue, oui. Alors que la Rome avait conquis tout le pays, tous les États connus du monde alors. Mais ils étaient confrontés au problème de la langue. Comment ils ont pu régler ça? C'est Cicéron qui s'est engagé à effacer le complexe d'infériorité intellectuellement et culturellement parlant des Romains par rapport aux Grecs. Et c'est lui qui a inventé le latin. Ça existe, mais c'est lui qui en a fait une langue vraiment scientifique. Ce que les gens ne savent pas aussi, la philosophie occidentale est cicéronienne. Et c'est lui. Vous pouvez lire Marc Poncelet, Cicéron, traducteur de Platon. Il s'était servi
de leurs colonisateurs culturellement. Rome était plus puissante que les États-Unis d'aujourd'hui. Mais sur le plan intellectuel, ils avaient le problème par rapport à la Grèce. Donc, nous avons besoin d'intellectuels dignes de ces noms, capables de travailler vraiment sur la question des langues pour faire des propositions dignes de ces noms à nos États. Comme tout est affaire de réseau, est-ce qu'ils vont nous écouter? Mais chacun de nous doit faire son travail. Oui. Alors je sais que Déo voulait réagir depuis un moment. Allez là, je reviens à vous. Oui. Et ce qui me cœur un peu là. Bon, est-ce que c'est forcément le français qu'il faut utiliser comme langue officielle? Il y a, et en Tanzanie, eux, c'est le Swahili qu'ils utilisent, en plus de l'anglais. Samuel Déo, nous avons quelqu'un en ligne. Alors? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va, super bien. Très bien. Alors, je vous reçois un peu faiblement. Est-ce que vous pouvez mieux ouvrir votre voix pour qu'on puisse vous entendre? C'est monsieur Olu? On m'appelle Marius Kenji. Ah, monsieur Kenji, bienvenue sur le plateau. C'est un plaisir. Merci beaucoup à vous. Oui. J'ai su un peu le débat. La partie langue m'a intéressé. J'ai donné envie d'intervenir dedans. Oui. Alors, si on peut nous donner un peu plus de son au plateau, ce serait bien. Allez-y, monsieur Kenji. D'accord. Vous voyez, je disais tout à l'heure que affaire de choix de langue, à dire la vérité là, c'est juste de l'égoïsme qui a fait que les gens n'ont pas pu choisir une langue. C'est affaire d'égoïsme. Vous voyez, lorsqu'on parle de votre conseil qui est à côté, a trouvé le juste mot. Au Nigeria, ils ont au moins 2 langues. Ça ne voudrait pas dire qu'il n'y a pas d'autres langues qui sont parlées dans ce pays. Vous voyez, si vous prenez le Bénin, du sud, à l'est, à l'ouest, au nord, vous voyez que, par exemple, à l'enfant, sur toute la ligne, vous pouvez payer avec ça. On n'a pas dit que la langue fond est la langue la mieux parlée ou le Yoruba. Mais ailleurs, là, ils l'ont imposé. Et c'est une volonté politique. Nous autres, on peut parler, mais rien. Si le gouvernement dit aujourd'hui, je voudrais que le fonds soit enseigné au collège. Ça sera fait. C'est point barre, ça passe. Donc, dire qu'il y a variante du langue, le fond, non, c'est de l'égoïsme. Parce que vous voyez, on ne peut jamais se développer en communiquant, en parlant dans la langue de l'autre. Je vous remercie. Allô? Oui, ok, merci beaucoup. Ce sera donc tout, monsieur Kenji. Alors, c'est vrai qu'on a dit qu'il y a d'autres dispositifs qui peuvent permettre quand même le développement du Bénin. Ce ne sera pas forcément pas la langue, parce que de toute façon, la langue officielle, c'est le français. Et je disais tantôt que, est-ce que c'est forcément le français que nous allons utiliser comme langue officielle? En fait, la question, c'est, il s'agit d'une langue commune. Quelle langue nous pouvons utiliser en Afrique pour pouvoir favoriser la coopération? Et donc, nous, les chefs d'État, pouvaient se réunir et décider, bon, comme la langue française, c'est une langue étrangère, quelle langue allons nous utiliser pour quand même favoriser, pour que ça soit une langue commune, pour pouvoir nous permettre de coopérer et de favoriser le développement de l'Afrique. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un d'autre en ligne. Allô? Madame, bonjour. Monsieur Jeanne Wayon, bonjour. Vous allez bien? Très bien, vous. Moi aussi. Madame, la francophonie, écoutez, moi je ne suis pas intellectuel. Je salue d'abord l'intellectuel en tenue d'été qui a l'air de faire peur. Le professeur Toulin. Bon, voilà. Professeur, vous avez dit? Oui. Je comprends alors pourquoi il fait peur. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Vous allez m'éclaircir. Non, pas m'éclaircir, m'éclairer. Oui. Et c'est qui a créé cette histoire de la francophonie? C'est le Béninois ou bien c'est l'union de chefs d'État, hommes politiques? Ensuite, ça rapporte quoi? Quand on sait que le français, ce n'est pas tout ce que nous entendons souvent, ce n'est pas notre langue, c'est-à-dire ce n'est pas la langue du Béninois. Il a été colonisé, certes, et puis bon voilà, il a voulu parler ça. Mais est-ce qu'on parle correctement même le français? Maintenant,
est-ce qu'on ne peut pas copier certaines personnes, dans certains pays où ils ont autre chose que le français, le Sénégal, pas le Wolof là-bas. Ils font un semblant de français, mais ils sont beaucoup plus en Wolof que... Ouais. Bon, pourquoi nous autres ici, j'ai suivi une télévision de béninoise qui, une ethnie, a décidé de faire renaître sa langue. J'ai oublié que lorsque je vais me rappeler, je vous reviendrai. Pourquoi ne pas faire nous aussi comme ça et puis accepter que nous parlons le fond comme langue nationale et puis autre chose qu'un truc du genre. Maintenant, oui. Et c'est là où j'apprécie le professeur qui a fait peur tout à l'heure. On parle de francophonie, ils auraient mieux fait. Et c'est là où je l'appuie à apprendre à nos hommes à organiser des élections réelles et propres que autre chose. Voilà quoi. Je vais copier son idée. Et c'était la bonne idée qui a commencé par faire peur. Bonne journée, madame. Merci, excellente journée à vous. Donc, Eugène Ewayon, oui, Samuel. Ok, donc je disais tantôt que les chefs d'État africains pouvaient se réunir et décider de la langue à utiliser pour favoriser la coopération en Afrique. Parce que quand nous prenons par exemple la Tanzanie n'a pas une langue comme langue officielle le français. C'est le Swahili, en plus de l'anglais. Alors, mais pourtant, ils sont en Afrique, c'est un pays africain. Alors, donc, pourquoi est-ce que c'est forcément le français que nous allons dire? Ok, moi je voudrais faire des propositions. Et ces propositions consistent en ce que, et comme il s'agit d'une langue commune à utiliser dans toute l'Afrique pour favoriser la coopération, que des chefs d'État, les chefs d'État africains se réunissent, les chefs d'État membres de la francophonie. Aujourd'hui, nous comptons 54 États et membres de plein droit et 7 membres associés et 27 observateurs, ce qui fait environ 88 États membres de la francophonie. Alors, je propose que les chefs d'État membres de la francophonie se réunissent pour choisir une langue officielle à utiliser dans toute l'Afrique pour favoriser la coopération. Si je dis qu'on va instaurer notre langue nationale ici, le fond par exemple, comme langue officielle, est-ce que le fond est parlé au Mali? Est-ce que au Sénégal, le fond est parlé, est couramment parlé? Donc, si je suis béninois et que c'est seulement le fond que je comprends, si je vais au Mali, étant donné que le fond n'est pas la langue. Samuel, nous avons encore un autre téléspectateur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Je vais bien. Et chez vous? Très bien également. C'est monsieur Patrick qui s'est amené. Vous voyez, et ce que vous parlez de francophonie cette année-là, les gens viennent parler là. Je dis que ça dit que ce n'est pas normal. C'est-à-dire, dans ma langue, on dit qui vient en dit quoi? Oui. C'est-à-dire, nous-mêmes au Bénin là, on n'a même pas encore arrivé à prendre une langue. Et nous parlons de toute l'Afrique. Vous voyez, il ne faut pas qu'on se trompe. C'est-à-dire, nous doivent tellement parler le français là que nous oublions même notre maison à parler. D'abord, au Bénin ici là, moi je dis, même si les grands marchés là, parce que ça tout part de là, dans les grands marchés là, quelle langue qui domine? Et nous prenons la langue là, on va dans tel village, quelle langue qui domine? Vous allez trouver le point commun là, et à partir du marché, on devait voir qu'au Bénin là, il y a telle langue qui seconde telle langue. Mais on n'arrive pas à faire. Nous, on Bénin d'abord, chez nous là, on parle de l'Afrique, toute l'Afrique. On dit que l'Afrique doit tenir. Est-ce que ce que les gens disent là, c'est une réalité? Eux, ils savent que c'est impossible. Hein? Chaque président,
Je fais ceci là. Mais chez lui, d'abord, là, il n'a même pas pu faire. Et vous dites que dans l'Afrique, là, est-ce qu'on s'est bien entendu d'abord? Est-ce qu'on s'entend sur les plans de sécurité, sur les plans alimentaires, sur les plans de ceci d'abord, avant de dire que nous voulons changer la langue? On ne s'entend même pas d'abord. Très bien. Même là, il y a tous les politiciens aussi là sont rentrés et quand ils rentrent là, chacun veut faire trop de sa localité. Mais ça ne peut pas aller. Il faut qu'on se dise la vérité, les gens gaspillent des fonds pour ça. Pour dire qu'on va voir comment on va faire, on prend ces jeux-là, on fait ça. Très bien. Voilà. Je vois que c'est un faux problème, un faux débat. Là où vous êtes là, tout le monde parle français. Merci. Nous tous sommes en train de parler français. Nous tous, c'est français qu'on parle. Maintenant, on dit que c'est langue étrangère, qu'on a fait ceci, on fait ça là. Il faut qu'on se dise la vérité. Merci, monsieur Procureur Falolo. Vous avez entendu tout ce que nos intervenants ont dit et peut-être aussi les propositions. Mais avant de vous donner la parole, je voudrais quand même avoir la réaction du professeur Tolin sur les différentes interventions qui ont eu lieu. Bon, c'est vrai que pour le premier, vous faisiez un peu peur, mais bon, vous ne nous faites pas peur ici sur le plateau. Et vous avez beaucoup de propositions ou de préoccupations intéressantes. Oui, je suis intéressé par les propositions et mon collègue a déjà commencé. Ce que je voudrais dire d'abord, en tant qu'enseignant-chercheur, ce qui me préoccupe, ce ne sont pas les réalisations matérielles, comme il en citait, ça me gênait. Parce qu'en ce qui concerne le choix des langues, la priorité pour moi, c'est le professeur Féchichi qui m'en a parlé un jour. Il y a à Abomey et ailleurs sans doute des langues qui meurent. Et parmi les missions d'une université, il y a la sauvegarde de ce qu'on appelle matériel immatériel. Il faut tout faire pour les sauvegarder, non pas parce qu'ils vont contribuer au développement du pays, mais parce que si l'université ne s'en chargeait pas, ces matériels immatériels, ces patrimoines immatériels vont disparaître à jamais. La langue en question ne serait parlée aujourd'hui que par 5 personnes. Si on ne commence pas à l'enseigner à l'université, cette langue va disparaître à jamais. Mais le problème n'est pas du côté du gouvernement, c'est de notre côté. Si un enseignant décide d'enseigner, d'introduire une langue comme ça, un autre collègue de sa localité va dire aussi qu'il va introduire une langue de sa localité. C'est les difficultés que nous avons. En ce qui concerne le choix d'une langue, comme beaucoup le souhaitent, moi je voudrais dire, excusez-moi 36 fois, je ne vais pas dire des choses gênantes, mais j'ai dit que j'ai soutenu Talon et il faut reconnaître son courage dans certains domaines. Même si on lui reproche des choses. Je ne peux pas lui demander, moi, de se lever maintenant et de choisir une langue. Alors que je sais ce que ça va entraîner comme problème. Très bien. Et j'ai travaillé sur la question. C'est que nous ne faisons pas de recherche. Ce qui s'est passé en Inde, que ils s'étaient donné, j'ai oublié l'année, donné comme principe dans leur constitution de supprimer l'engrais totalement à partir de telle année. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et en imposant l'Indie. Mais comme c'est un pays plurilinguiste, comme c'est un pays où les gens parlent quand même plusieurs langues, quand on a choisi, on a imposé l'Indie, les universités qui ne sont pas indiphones se sont revoltées et sont entrées en grève. En grève. Bien. Et le projet est mort. Donc, je sais ce qui... La révolution a eu tort de n'avoir pas choisi une langue. Et on sait s'il fallait choisir aujourd'hui quelle langue. Bien que je ne suis pas content, trop content, je ne peux pas demander à M. Talon aujourd'hui de faire ce choix. Mais s'il a le courage, je vais l'applaudir. Très bien, voilà. Pourquoi pas, Roca Falalo. Merci bien. Je voudrais rappeler que l'élément qui était passé tout à l'heure, c'était le lancement du mois de la francophonie par le ministre des Affaires étrangères de la coopération. Et cette activité avait connu la présence d'une douzaine de membres du corps diplomatique avec d'autres invités de marque et qui ont donné un cachet spécial à l'événement. Bon, en dépit de cela, je voudrais préciser que le choix d'une langue, c'est tout un processus. C'est plusieurs années. C'est des recherches, comme l'a dit le professeur, mais des critères de choix qui sont établis, à savoir le taux de la population qui parle la langue
et l'impact que cette langue puisse avoir, et aussi l'écriture de la langue. Est-ce que nous sommes sûrs d'avoir tous les éléments nécessaires au niveau de l'écriture de la langue si on choisit une langue? Une langue, oui, c'est vrai. Est-ce que nous sommes sûrs de savoir si nous choisissons une langue, tel objet ou tel rituel dans une autre ethnie va trouver son répondant? C'est aussi ça, il y a beaucoup de facteurs. Bon, je crois avoir précisé tout à l'heure que ce n'est pas la langue forcément qui fait le développement. La langue est un moteur culturel qui peut participer au développement, mais elle n'est pas la seule à déterminer le développement. Parce qu'il y a des pays qui se sont développés avec des langues étrangères. Merci bien. Oui. Bon, professeur, vous voulez réagir? Non, je suis d'accord avec lui et tout à fait. Le développement, c'est une question de politique et de volonté. Au moment où on constituait, comment appelle-t-on, Afrique francophone, comment appelle-t-on les... Le Dahomey, grâce au royaume de Dahomey, était plus riche, plus prospère que la Côte d'Ivoire. C'est écrit par Cornevin et Édouard Dunglas. Très bien. Alors, est-ce que nous allons pouvoir peut-être aller vers le concept de béninophonie ou bien de africophonie? Est-ce que dans ce sens... oui. Ce concept-là, ce sera très difficile parce que contrairement à Samuel, si déjà en tant que Béninois ou si on prend chaque pays individuellement, il est difficile d'avoir une seule langue, on ne pourrait pas espérer que l'Afrique arrive à avoir une langue parlée, une langue officielle parlée dans tous les pays d'Afrique, enseignée dans tous les pays d'Afrique, qui soit vecteur de communication et de développement. Donc, arriver à l'africaphonie ou à la béninoaphonie, béninophonie, merci professeur, ce sera difficile, ce sera utopique à la limite. Ce qu'on pourrait espérer, c'est que chaque pays trouve dans sa langue et sa culture un vecteur de développement, que chaque personne puisse s'inspirer de sa culture, s'inspirer de ses langues, si on préfère, parce que le Nigeria en a 3 nationales. Ça n'empêche pas que chaque région puisse se reconnaître à une langue. Aujourd'hui, au Bénin, on continue de faire la guerre parce que il y a une région qui ne veut pas que ce soit la langue. Essayons de choisir. On n'est pas obligé d'avoir une seule langue nationale. On peut choisir plusieurs en fonction de la zone et de l'influence et de combien le nombre de personnes qui parlent la langue dans cette zone est grande. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on arrivera à l'africaphonie ou à ces concepts-là, Rocker. Bon, je partage... J'ai fait mienne les réflexions de Mme Alilatou et j'ajoute que effectivement, si bon, c'est vrai que c'est des thèmes étrangers à mon dictionnaire. Oui, bien sûr. Mais bon, c'est une invention de Brunel. Voilà. Le choix d'une langue dans notre pays, on en a débat, on vient d'en débattre. Le choix d'une langue au niveau de l'Afrique, c'est quasiment impossible pour l'instant. Et je pense que je m'attelle à ce que Mme Alilatou a dit. Alors, très bien. 8h30, dans quelques minutes, je vais libérer Samuel Déhou. Votre mot de fin, s'il vous plaît, avant de vous laisser partir. Ok. J'aimerais dire que l'instauration d'une langue commune en Afrique, nous pouvons y arriver si nous le décidons. Pourquoi? Parce que en Tanzanie, la langue officielle, c'est le Swahili. Alors, le Swahili, c'est ce qu'ils enseignent dans leur système éducatif là-bas. Alors, nous pouvons quand même décider donc d'utiliser cette langue et de quand même faire copier quand même la manière dont ça s'enseigne là-bas pour l'instaurer ici au Bénin et un peu partout en Afrique pour nous permettre donc de ne plus dépendre de la France. Donc, je pense que nous pouvons y arriver si nous le décidons. Très bien. Merci beaucoup Samuel Déhou, vous êtes juriste. Je vous souhaite une excellente journée. Merci, je vous raccompagne pour pouvoir recevoir Émeric Okopeli.
Voilà, il est installé. Émeric Okupeli, bonjour. Bonjour Bounel Ade aussi, bonjour amis téléspectateurs. Comment allez-vous, Émeric? Ça va très bien. Nous avons reçu des messages sur la thématique d'aujourd'hui. Oui, quelques messages, oui, quelques-uns. Je commence par ceci. Bonjour le plateau, vous allez tous bien, j'espère. La francophonie a toujours été un outil de rayonnement de la France au service des idées et de l'économie. Le changement viendra de la manière de porter cette ambition. Respecter l'autre dans sa diversité, dans sa multiplicité d'identités et de langues, dépoussiérer et décomplexer les relations de part et d'autre. Attelons-nous à co-instruire un bassin de valeurs et d'idées qui, au-delà de nos différences, nous rassemblent. Encore faudrait-il que nous acceptions nous aussi de revoir nos modèles de pensée et de décentrer le monde francophone. Réinventons ce monde ensemble. Pour reprendre les mots de l'écrivain malien Amadou Hampâté-Bâ, les hommes peuvent atteindre un but commun sans emprunter les mêmes voies. La langue française est incontestablement un avantage pour les entreprises françaises qui souhaitent investir en Afrique, mais elle ne suffit pas pour gagner des marchés. Alors, réaction donc sur ce message assez intéressant, Rocker. Oui, c'est un message assez intéressant et avec un bon thème vocal. J'apprécie. Merci bien. Merci. Effectivement, il faut décomplexer le terme francophonie, la francophonie, et décomplexons les choses, arrêtons les préjugés et regardons le moteur de coopération, le puissant moteur de coopération qu'il y a au niveau de la coopération. Et la francophonie. Le thème a été, le message a été assez explicite, je ne saurais trop tarder sur cela. Très bien, c'est bon, très bien. On y va, Émeric. Alors un deuxième message, bonjour le plateau, la francophonie, moi je pense que c'est l'esclavage sous d'autres cieux. J'ai comme l'impression qu'on veut prendre l'Afrique comme le carrefour des cruautés par tous les moyens. Jusqu'à quand le plus riche continuera pas à dominer? Jusqu'à quand le plus riche continuera pas à faire la loi? C'est bien dommage. Alors, ce message, oui, professeur Tola. Bon, je ne vois pas le rapport. Le rapport, non, oui. Je ne le vois pas. Très bien. Ce sera tout, oui, Émeric. On n'a pas reçu beaucoup de messages. C'est dire peut-être que la francophonie, beaucoup ne maîtrisent pas réellement aussi le sujet et que on a besoin aussi d'aller vers les gens, vers les populations pour qu'ils cernent mieux, pour qu'elles cernent mieux donc la situation de la francophonie au Bénin, ce que ça rapporte surtout à eux qui sont, disons, personnes actives dans la société. Oui, je vois qu'il faut plus de communication pour que les gens puissent comprendre ce qu'il y a dans la francophonie. Également que les gens puissent comprendre les opportunités qu'il y a dans la francophonie. La francophonie, je vous avais parlé de 4 opérateurs. Oui. Il y a l'Agence universitaire de la francophonie qui octroie des bourses de formation aux étudiants et même à des professionnels pour aller se faire former. Et pour la formation la formation au cours de la carrière. Il y a également l'Agence internationale des maires francophones qui appuie les communes du Bénin qui sont membres de l'AIMF également. Il y a également TV5 Monde, il y a également comment on appelle, l'université Senghor d'Alexandrie qui forme également dans ce sens. Donc la francophonie, laissons les préjugés, regardons les opportunités qu'il y a au niveau de la francophonie et voyons ce que ça peut apporter à notre pays. C'est ce qui est le plus important. Professeur Tolin. Oui, vous avez parlé tout à l'heure de TV5. Quand j'étais aux études en France, quand je revenais, c'était gratuit. Il semble que quelque chose est gâté, ce n'est plus gratuit, alors que sur le plan culturel, tout ça, ça peut contribuer. Ça là maintenant, c'est pas mieux que d'aller construire le bâtiment. Le bâtiment dont vous parlez. Très bien. J'ai rencontré l'autre à Range, il s'appelle, c'est une affaire de, tout est politique. Non. Ça là, par exemple, pourquoi ça là ne vous préoccupe pas? Pour que on puisse capter ça gratuitement. Alors que ça, oui, alors que ça a plus d'importance de mon point de vue que les autres. Que ce centre de 300 millions de les centres d'intérêt, oui. Pour répondre à cette question, la gratuité du captage de la télévision TV5 Monde, vous savez, une télévision, c'est un investissement, ce n'est pas facile. Et vous savez où se trouve le siège du TV5. Et de là-bas jusqu'ici,
pour des émetteurs, pour pouvoir capter cette chaîne de télévision, il faut un petit effort. Je pense que TV5 Monde sur le bouquet Canal+. Et le bouquet Canal+, j'ai dit avant, ce n'était pas payant. Oui, mais aujourd'hui, ça l'est. Bon, peut-être que les choses avant, il y a une antenne quand même qu'on paye. Il y a une antenne qu'on paye pour TV5. Merci Rocker, merci professeur. Allez là. Oui, avant de continuer, je voudrais préciser que le swahili et l'anglais sont des langues officielles de les deux langues officielles, effectivement. De la Tanzanie. Oui, très bien. La question de la francophonie, on ne cessera pas d'en parler. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est le mois de mars que toutes les attentions sont fixées sur la francophonie, alors que toute l'année, il y a des activités sur la francophonie. Chaque fois, on fait partie de la francophonie. Il y a des actions, il y a des coopérations, il y a des rencontres sur la francophonie. La francophonie, quand on prend l'organisation, s'intéresse aux activités dans chaque pays. Mais pour revenir à la question principale, il faut que nous-mêmes, en tant que personnes et en tant qu'État, sachions qu'est-ce que nous pouvons tirer de la francophonie et qu'est-ce que nous voulons véritablement en termes de développement, que la francophonie est pour les choses pour lesquelles la francophonie ne pourrait pas nous apporter véritablement et savoir comment en profiter. Aujourd'hui, on a l'impression que parfois les États font partie des rassemblements pour pouvoir être dans un creuset, pour pouvoir bénéficier, alors qu'on est là et qu'on apporte, au lieu de bénéficier, c'est nous qui apportons encore davantage à ceux qui ont créé et qui sont derrière, qu'on ne voit toujours pas ou qu'on essaye de ne pas voir pour se convaincre que ça nous appartient. Merci Alilatou. Émeric, la pensée? Oui, nous allons poursuivre avec la pensée du jour, qui est de Hubert Félix Stéphane. La richesse de la langue française peut nous amener à ne plus savoir communiquer ni à se faire comprendre, mais elle donne l'envie d'essayer. La richesse de la langue française peut nous amener à ne plus savoir communiquer ni à se faire comprendre, mais elle donne l'envie d'essayer. Très bien. Réaction sur cette... J'aimerais comprendre ce que veut dire la pensée. La pensée? Moi je pense que je comprends un peu. La langue française est tellement riche. Très riche. Il y a plusieurs tournures. La même phrase, on peut la tourner à plusieurs sens, dans plusieurs sens. C'est les tournures qui peuvent amener à ne pas se faire comprendre. Mais toutefois, cette beauté de la langue nous amène à l'apprécier, à l'essayer, à la parler et à partager des informations entre nous. C'est une langue qui permet le mensonge. C'est une très belle langue. Comme le dit quelqu'un, c'est aussi la langue de la diplomatie, vous savez. Oui, c'est une langue philosophique. Philosophique également. C'est une très belle langue. On sait utiliser les mots, beaucoup de possibilités. Oui. Vous pouvez dire le contraire à votre interlocuteur. Sans qu'il ne le sache. Exactement. S'il n'est pas vraiment. Exactement, sans qu'il ne le sache. Allez, pardon. Professeur, ne tombez pas. La langue française, on l'a dit, elle est dense, elle est intéressante, on s'en sert beaucoup, on l'apprend dès le bas âge, on s'en sert beaucoup, mais il faut savoir, il faut la connaître déjà, parce que quand vous ne la connaissez pas, vous n'allez pas pouvoir communiquer, encore moins vous faire entendre. Et c'est cette densité, c'est l'intéressement qui fait qu'on a envie de savoir ce qu'elle cache et qu'on s'y essaye. Voilà. Émeric? Je crois que tous les intervenants sont dans la posture de l'auteur. C'est en quelque sorte ce que dit l'auteur par rapport à la langue française qui est très dense et qui est très complexe également. Alors, l'auteur Hubert Félix Stéphane est né le 21 juillet 1948 à Dole. Adjoura est un auteur-compositeur-interprète français, révélé en 1978 par son premier album studio Tout corps vivant branché sur le secteur. Étant appelé à s'émouvoir, il connaît une longue carrière consacrée en 2011 avec supplément de mensonges, son 16e album, qui lui vaut d'être double lauréat victoire de la musique 2012. Il est également commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres. Très bien. Voilà donc pour l'auteur, l'histoire ou l'humour L'histoire du jour a rapport avec l'avènement de la coopération francophone. À la fin des années 1960, les pères fondateurs de la francophonie institutionnelle, Léopold Sédar Senghor et ses homologues tunisiens Habib Bourguiba et nigérien Amani Diori, ainsi que le prince Norodom Shinako du Cambodge,
ont souhaité mettre le français au service de la solidarité, du développement et du rapprochement entre les peuples. C'est là tout l'objet de la signature à Niamey le 20 mars 1970 par les représentants de 21 États et gouvernements de la Convention portant création de l'Agence de coopération culturelle et technique ACCT, une nouvelle organisation intergouvernementale fondée sur le partage d'une langue commune, le français, chargé de promouvoir et de diffuser les cultures de ses membres et d'intensifier la coopération culturelle et technique entre eux. Le projet francophone a sans cesse évolué depuis la création de l'ACCT, devenue en 2005 l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Au fil des années, l'organisation s'est structurée, s'est modernisée, a renouvelé et a enrichi ses actions politiques et de coopération, ses réseaux, ses partenaires. Elle est aujourd'hui devenue un acteur multilatéral important et un modèle de diversité. Très bien. Voilà, donc pour ce qui concerne l'histoire de l'OIF, j'ai vu que le professeur avait réagi un tout petit peu. Très bien, ça peut aller donc. Alors, le mot de ce matin? Voilà, le mot de ce matin, c'est toujours en rapport avec la thématique du jour, le français. Alors, c'est un professeur qui demande à ses élèves qu'est-ce qu'une voyelle? Et à un élève de répondre, c'est la femme du voyou. Oui. C'est pas aussi simple que ça. Oui. Alors, le deuxième mot de ce jour, c'est le français. Le français, c'est une langue magnifique. J'ai appelé un ami et je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il m'a répondu qu'il travaillait sur le traitement aquathermique des céramiques, du verre, de l'aluminium et de l'acier sous un environnement contraint. J'ai été très impressionné, mais pour mieux comprendre, je lui ai demandé des précisions. Il m'a déclaré qu'en fait, il faisait la vaisselle à l'eau chaude, sous la surveillance de sa femme. En fait, c'est justement ce qu'on disait tout à l'heure. On peut dire beaucoup de choses, mais sans réellement comprendre le fond. Absolument. Oui. Le troisième mot, c'est sauvons la langue française. Déjà, il faut commencer par dire, il faut ne pas dire Lola. Mais MDR. On a l'habitude d'écrire dans nos conversations LOL, qui est quand même une abréviation de la langue anglaise. Oui. Voilà, donc. Alors que c'est MDR, on est mort de rire. Oui. Alors, le dernier humour de ce jour, c'est un monsieur qui lit un journal un peu déchiré, qui dit « C'est quoi tous ces trous dans le journal ce matin ?» Et une voix de lui répondre, j'ai juste retiré les fautes d'orthographe. Donc le journal est devenu presque. C'est vrai, oui. Une langue qu'on ne finira jamais d'apprendre et de comprendre parce qu'il y a réellement beaucoup de choses à découvrir dans la langue française. Mais justement, comment est-ce que le Bénin, puisqu'on est au Bénin, peut davantage tirer parti, être gagnant de cette francophonie-là, professeur Toumé? C'est les propositions. Bien sûr, oui. Non, ce que je souhaite, et puisque le représentant est là, je pense que rien ne vaut la paix sociale, le bien-être social. Si vous croyez que la démocratie pourrait faire le bonheur d'un peuple, demandez à la France, c'est bien la France, de faire de la francophonie un cadre d'apprentissage du vote démocratique. Que le président, le secrétaire général de cette institution ne soit pas connu à l'avance, ne soit pas imposé par la France, mais qu'il y ait des surprises aussi, et que les gens battent campagne, et qu'on vote. Vote pour celui-là qui doit... Très bien. Oui. C'est autre proposition? C'est ma proposition, c'est ma première, deuxième, quatrième, sixième proposition. D'accord. Si la francophonie veut vraiment être utile, que la France en fasse un cadre d'apprentissage démocratique aux États africains. Très bien. Allez, je voudrais demander pour que le Bénin puisse mieux profiter de la francophonie, il faut miser sur l'éducation et penser à véritablement ajouter nos langues nationales, au-delà de ce qui se fait, parce qu'il y a des langues qui sont déjà en cours d'apprentissage. Il faut pouvoir réellement intégrer ces langues dans tout le cursus scolaire. Quand on commence du CI jusqu'en terminale, il faut
trouver des matières, déjà apprendre la langue et trouver la façon de l'arrimer à chaque matière. C'est-à-dire, si on est en mathématiques, c'est vrai, il n'y aura pas tous les mots, mais qu'il y ait des mots scientifiques auxquels on pourrait trouver des correspondances dans nos langues. Comme ça permettra aux enfants qui apprennent cette langue de pouvoir l'utiliser pour véritablement contribuer au développement. Il faut que tous les pays membres puissent imposer une langue à la francophonie, au-delà de faire la promotion de la langue française, puissent véritablement faire la promotion de leur langue et qu'on n'attende pas tout le temps. Vous ne pouvez pas avoir des projets pour lesquels vous avez besoin d'argent des autres et espérer qu'ils ne profitent pas pour faire la promotion de la langue française. C'est du donnant-donnant. Émeric, oui. Alors, Rocker Falolo d'abord, sur les propositions, je sais que vous avez noté la proposition du professeur Tollet. Néanmoins, comment est-ce que, vous qui êtes au niveau de la commission, justement, comment est-ce que le Bénin peut davantage profiter de la francophonie? Avant de répondre à cette question, je voudrais dire que pour vous montrer que la francophonie, ce n'est pas seulement la promotion de la langue française. Il y a un programme qu'on appelle ELAN, E-L-A-N, École Langue Nationale, de l'OIF, qui permet la promotion, qui permet l'apprentissage des langues nationales au niveau des écoles maternelles et primaires. C'est un programme qui permet aux enfants de se mettre dans le contexte de leur langue nationale afin de pouvoir bien apprendre la langue française. Parce que il paraît que certains disent, les études ont montré que quand vous maîtrisez votre langue nationale, vous comprenez mieux le français ou une langue étrangère et vous pourrez être à même de pouvoir mieux communiquer dans cette langue. Donc, c'est la preuve que ce n'est pas seulement la langue française qui est promue. Et pour répondre maintenant à votre question, c'est pour dire qu'il y a déjà le dispositif en place. J'avais parlé tantôt des programmes sociaux qui ont été mis en place par l'OIF, quitte à chaque pays de pouvoir capter les opportunités qu'il y a dedans. Le fonds francophonie avec elle. Le Bénin, 8 ONG au Bénin ont pu bénéficier de ce fonds, ont été compétitifs et ont gagné au niveau de ce fonds. Est-ce que les autres pays, le Togo, n'a pas gagné autant? Donc ça dépend de l'aptitude de chaque pays à pouvoir capter les opportunités au niveau de la francophonie. Ce n'est pas que le fonds francophonie avec elle. Il y a plusieurs programmes et projets de l'OIF dont le Bénin bénéficie et dont d'autres pays également bénéficient. C'est l'aptitude à pouvoir gagner ces opportunités-là qu'il faut. Et les informations existent. Elles sont... Nous faisons parfois la vulgarisation des opportunités de l'OIF. Je peux citer comme exemple la mission économique et commerciale de l'OIF au Cambodge et au Vietnam du 21 au 30 mars. Nous avons fait la vulgarisation de cette opportunité. Nous avons rencontré des opérateurs économiques pour leur dire postulez. Parce que l'objectif était de mettre en réseau les hommes d'affaires de l'espace francophone pour développer le relationnel et développer les affaires. Le Bénin a été retenu dans cette liste et également participe actuellement à cette mission économique et commerciale. Il y a la seconde phase qui a du 6 au 13 juillet au Gabon et au Rwanda. Également, c'est des opportunités de l'OIF. Si vous voulez capter les opportunités de l'OIF également, sans passer par le canal institutionnel, vous pouvez aller directement sur le site de l'OIF, www.francophonie.org. Vous allez trouver dans chaque rubrique les opportunités qu'il y a. C'est pour vous dire qu'au-delà des préjugés que nous avons, il y a des programmes, il y a des projets qui sont mis en place et qui profitent forcément à notre pays. Je peux vous donner l'exemple des femmes que nous avons eu à visiter dans plusieurs communes. Il y a certaines femmes qui ont témoigné qu'elles n'ont jamais pris... Il y a des femmes qui ont témoigné qu'elles n'ont jamais gardé 20 000 francs dans leur vie. Et le gouvernement béninois également a un programme de justement, aux femmes. Ces programmes viennent en appui aux mesures sociales déjà mises en place par le gouvernement. Et c'est déjà un point important à souligner pour dire que effectivement,
on peut profiter de la francophonie. Merci beaucoup. Alors, nous avons mis une question à l'antenne. Ce sera peut-être avant de donner une petite phrase pour mot de fin. Est-ce que la francophonie est un boulet? Est-ce que la francophonie est un obstacle au développement? Je démarre avec Ali Latou. Est-ce qu'on peut se libérer de la francophonie d'abord? Non, pour le moment. Ça pourrait arriver, mais des décennies ou des siècles après, lorsque nos dirigeants prendront conscience. Parce que quand je dis des siècles, ce ne sera pas ceux qui sont là maintenant. Nous-mêmes qui fustigeons tout ce qu'on voudrait que la francophonie nous apporte, qu'on n'a pas aujourd'hui, quand nous allons prendre conscience que c'est important d'apporter ces choses-là et de tirer profit de ces choses de la francophonie, nous pourrons espérer que la francophonie ne soit plus un boulet. Maintenant, est-ce que la francophonie apporte le développement? Ça va dépendre de chaque pays, de ce que chaque pays tire de la francophonie. Très bien. Professeur. Mais n'oublions pas que la francophonie également sert... bien sûr, il doit avoir ses avantages. Le français. Comme je l'ai dit tantôt, c'est du donnant de la français. Oui, la francophonie, par définition, ce n'est pas pour être obstacle. Donc, dans son principe, dans son essence, bien, ce n'est pas pour être obstacle. Oui. Mais elle deviendrait obstacle, en ce qui me préoccupe, pour la démocratie, si elle approuve... certaines manières de faire. Merci. Je constate que le professeur met plus l'accent sur la démocratie. La démocratie, oui. Au niveau du secrétaire général, ça va être un cadre d'apprentissage. C'est tout mon problème. Merci, professeur. Là où il faut apprendre, c'est mon problème. Émeric? Bon, je pense que l'essentiel a été déjà dit par rapport à la francophonie. Je crois qu'elle ne saurait être un obstacle si chacun joue sa partition pour que les conséquences négatives issues de la francophonie soient transformées en conséquences positives. Roka Falolo? Oui, madame. Oui, sur la question. Le mot de fin ou bien non, la francophonie, oui, est-elle un boulet? C'est notre question à l'antenne aujourd'hui. Non, la francophonie, pas un boulet, mais la francophonie, c'est toute une politique bien pensée depuis 1970 et toute une articulation d'institutions, de personnes pour aboutir à des résultats probants. Donc, ce n'est pas un boulet. La francophonie, c'est des partages d'expériences. Parce qu'il y a des missions de la francophonie qui viennent en appui, il y a des formations techniques, il y a des appuis. Donc, la francophonie, c'est tout un processus, toute une... Merci, Roka Falolo. Dans 5 minutes, nous bouclons mot de fin. Latou. La francophonie. Nous sommes déjà dans ce système qui ne va pas finir et nous espérons que chaque État essaiera de tirer profit, apportera également du sien pour améliorer le contenu et les programmes en cours. Très bien. Je crois que un plateau de 2 heures ne suffira pas pour parler de la francophonie. C'est vrai qu'on a eu à dire l'essentiel, mais il faut que nous retenons qu'au-delà de la francophonie, il faut qu'on fasse la promotion également de nos langues nationales. Voilà. Très bien. Professeur Tolin? C'est mon mot de fin. Oui. Mon mot de fin, c'est celui de beaucoup de chercheurs, d'universitaires. D'accord. C'est que la France fasse de la francophonie un cadre d'apprentissage du vote démocratique à travers l'élection du secrétaire général de cette institution. Merci, professeur Tolin. Roka Falolo. Merci beaucoup. Et bon, moi, au moment de l'élection de la secrétaire générale, l'actuelle secrétaire générale, moi, j'étais à 1000 lieues de savoir avant qui sera élu. Donc, je laisse au professeur le pouvoir discrétionnaire de pouvoir démontrer cela. Maintenant, en ce qui concerne mon mot de fin, je voudrais inviter les uns les autres à laisser les préjugés qu'on a au niveau de la francophonie. Vous savez, le mot France-Afrique qu'on utilisait, ce n'est plus le même concept maintenant. Les choses ont évolué dans le temps. Chaque période avec ses réalités. Aujourd'hui,
Nous sommes face à des défis mondiaux qui nous amènent à changer de paradigme. Et les paradigmes actuellement, c'est le numérique. Les paradigmes actuellement, c'est le développement durable. C'est d'autres secteurs. Parce que les gens ont compris que plus de place au bavardage. Il faut du concret. Parce que nous avons vraiment des choses, des défis à relever. Maintenant, je voudrais finir en disant que nous sommes encore dans le mois de la francophonie. Au-delà du lancement fait par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération le 18 mars passé, il y a plusieurs activités culturelles qui se déroulent à l'Institut français du Bénin, qui se déroulent aussi à Natitengu, à Cléconé et dans d'autres régions. Donc, je vous invite à vous y intéresser et à y faire un tour. Merci beaucoup. Merci infiniment à tous pour être venus sur le plateau. Rokhaya Falalou, je rappelle que vous êtes diplomate, vous êtes chef département économique et développement de la Commission nationale permanente de la francophonie. Alors, professeur Paulin Tolin, vous êtes professeur d'université, je l'avais dit, spécialiste en éducation. Alila Toudraman, merci. Et Émeric Okupeli, il y avait également sur le plateau Samuel Déhou. Merci à vous tous qui avez participé donc à ces échanges, chers amis téléspectateurs. Nous retenons tout simplement que seul le Bénin peut tirer profit, en tout cas si il a des attentes, j'allais dire, de cette francophonie-là pour son développement, savoir capter les opportunités et pouvoir en bénéficier. C'est ce que je retiens tout simplement. Je vous souhaite une excellente journée et rendez-vous demain.